Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un nouveau conte d'hiver de Karen Blixen. L'héroïne. Très belle écoute à tous. Un jeune Anglais du nom de Frédéric descendait d'une lignée de pasteurs et de savants. Il étudiait lui-même la philosophie religieuse et à l'âge de 20 ans, il attira l'attention de son professeur par son intelligence et sa persévérance. En 1870, on lui accorda une bourse de voyage. Il partit pour l'Allemagne, dans l'intention d'écrire un livre sur la doctrine du pardon des péchés, et il ne pensait plus qu'à son sujet. Frédéric avait mené une vie retirée au milieu de ses paperasses. À présent, chaque jour lui apportait des impressions nouvelles. Le monde, tel un gros vieux livre, s'ouvrait devant lui et tournait doucement lui-même une page après l'autre. Le premier grand phénomène qui s'offrit à Frédéric fut l'art de la peinture. Un jour, comme il parcourait la galerie du vieux musée, il tomba en arrêt devant le tableau de Vénusti, le Christ au mont des Oliviers, dont un de ses amis lui avait parlé. Il fut stupéfait de se voir entouré d'œuvres rattachées à ses propres études. Il ignorait qu'il y en eût autant en ce monde, et il ne cessait de revenir les voir. Puis, des tableaux religieux, il passa aux peintures profanes des grands maîtres. Frédéric n'était encore qu'un très jeune homme, sans personne pour le guider et sans illusion sur ses connaissances personnelles concernant les arts. Il retournait voir les tableaux parce qu'il se sentait heureux parmi eux. Il finit par se trouver tout à fait chez lui dans la galerie, reconnaissant les sujets bibliques au premier regard et saluant aussi, comme des amis, les personnages mythologiques et allégoriques représentés par les artistes. De tous les êtres qu'il rencontrait à Berlin, c'étaient bien ceux-là qui lui étaient les plus familiers, car il ne liait pas facilement connaissance en dehors du musée. Tandis qu'il restait absorbé dans ses propres pensées, le monde autour de lui ne restait pas inerte, mais vivait dans une fiévreuse agitation, une grande guerre. Frédéric ne comprit la situation que lorsque, par une chaude journée de juillet, il rencontra un jeune homme dont la famille habitait le château voisin du presbytère paternel. En guise de salut, son concitoyen lui cria fièrement ces mots de Hamler. « Upon my life, Raymond !» Puis il se répandit en commentaires passionnés sur la guerre imminente entre la France et la Prusse. Tout en lui paraissait être en ébullition. Un frère de ce jeune homme était attaché à l'ambassade d'Angleterre à Paris, et Frédéric apprit qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre dans l'armée française. Quand il s'aperçut que lui aussi réservait sa sympathie à la France, il pensa que ce qu'il avait de mieux à faire était de quitter Berlin. Aussitôt, il rassembla ses manuscrits et emballa ses vêtements. Puis il alla dire adieu au tableau qu'il aimait, priant Dieu qu'ils fussent épargnés lors du siège imminent de Berlin. Alors il se mit en route pour la frontière. Mais il dut bien vite constater qu'il avait été trop lent. À cette époque déjà, les voyages s'avéraient difficiles. Frédéric ne réussit pas plus à revenir sur ses pas qu'à se diriger vers l'Angleterre. Il changea donc ses plans et décida de se rendre à Metz, où il avait des relations. Mais il lui fut impossible aussi de parvenir jusqu'à Metz. À la fin, il s'arrêta près de la frontière, dans la petite ville de Sarrebourg, où on l'autorisa à séjourner. Quelques voyageurs français avaient également échoué dans le modeste hôtel de Sarrebourg. Parmi eux se trouvait un vieux prêtre,
venant d'un collège de Bavière, 2 religieuses fort âgées qui avaient quitté leur couvent, une veuve tenancière d'un hôtel dans une ville de province, un riche viticulteur et un voyageur de commerce. Tous ces gens étaient dans une grande agitation. Les optimistes espéraient obtenir la permission de passer la frontière du Luxembourg et de là se rendre en France. Les pessimistes répétaient à longueur de journée des histoires alarmantes. Selon eux, des Français avaient été accusés d'espionnage et tués. Le propriétaire de l'hôtel était hostile à ses clients, car un petit nombre d'entre eux avaient quitté leur domicile en toute hâte, sans bagages et sans argent. Pour comble de malchance, cet hôtelier était athée et détestait l'Église. La tranquillité d'esprit du jeune étudiant anglais fut une sorte de sédatif pour tous ces fugitifs, et ils vinrent lui confier leurs soucis et leurs craintes. Le vieux prêtre entama avec lui de longues discussions théologiques. Il lui raconta que dans son jeune temps, il avait écrit un opuscule sur le reniement de Pierre. Frédéric répondit à sa confiance en lui traduisant quelques passages de son propre manuscrit. À l'extrême fin de juillet, la marche des événements mit Sarrebourg en ébullition. Des bruits couraient sur l'arrivée prochaine des troupes prussiennes en route vers la France. Se figurant par avance la force de cette armée, l'hôtelier raidit son attitude à l'égard des Français. Il fit pleurer les 2 bonnes sœurs, et la veuve se trouva mal et fut obligée de se mettre au lit, après avoir eu avec lui une scène violente. Le reste de la société se tint coi. Pendant ces jours d'épreuve, une dame française arriva de Westbaden avec sa femme de chambre. Cette dame fut aussitôt le centre du petit groupe. Elle portait un nom qui, pour Frédéric, évoquait les pages les plus héroïques de l'histoire de France. Il lut d'abord ce nom sur plusieurs malles et valises dans le vestibule de l'hôtel, et s'attendit à se trouver en face d'une vieille dame, majestueux symbole d'un glorieux passé. Mais en réalité, elle était aussi jeune que Frédéric lui-même, une véritable rose en fleurs et d'une grande beauté. Il se dit à part lui, « Cette femme a l'air d'une lionne qui se promènerait paisiblement au milieu d'un troupeau de moutons. » Sans doute avait-elle trop tardé à quitter Wiesbaden, n'ayant même pas eu l'idée qu'elle pût être personnellement atteinte par le cours des événements, et elle refusait encore d'y croire. Elle ne partageait pas le moins du monde l'anxiété de son entourage blême de peur, et elle y opposait une sereine indulgence, comme si elle pensait qu'ils avaient été comme suspendus à l'attente de son arrivée. En face du danger actuel, de la timidité du petit groupe, de l'hostilité du milieu, elle prenait un aspect de plus en plus héraldique. On aurait cru voir une lionne d'armoirie. En dépit de sa jeunesse, de sa fragilité, elle se transformait d'heure en heure aux yeux de Frédéric, jusque dans son maintien, son expression et son parler, en un personnage traditionnel et idéal. Madame, haute et puissante personnification même de la vieille France. Les réfugiés venaient s'abriter auprès d'elle contre l'adversité. Elle écartait d'un geste l'hôtelier de leur existence et changeait aussi les manières du personnel. Elle régla aussi les factures, fit venir un manteau pour Madame Bello. À cette occasion, elle eut besoin d'un messager, et c'est ainsi que Frédéric fit sa connaissance. Si Frédéric avait rencontré cette dame 6 mois plus tôt avant son départ d'Angleterre, il eût été intimidé et fort embarrassé. À présent, habitué à la présence de la jeune femme, il était familiarisé non pas précisément avec ses traits, mais au moins avec ceux de certaines de ses sœurs et de ses pareilles. Certes, elle était d'une élégance toute moderne, mais cela ne l'empêchait pas de ressembler aux déesses du Titien,
ou de Paul Véronèse. Ses longues boucles soyeuses brillaient du même éclat doré que les leurs. Son maintien rappelait exactement leur maintien. Soit qu'on les eût représentées dansant ou assises sur un trône. Et son teint avait la même mystérieuse fraîcheur, le même éclat que celui de ces divines créatures. Elle portait un petit chapeau de chasse, orné d'une plume d'autruche rose, une robe gris tourterelle d'une ampleur extraordinaire, de longs gants de Suède et un étroit ruban de velours noir encerclaient son cou blanc. En fait de bijoux, elle avait des perles aux oreilles et des bagues de diamants aux doigts. Jamais Frédéric n'avait rencontré personne qui ressemblât à cette nouvelle venue. Mais elle aurait parfaitement pu descendre d'un cadre doré du vieux musée de Berlin. Il apprit qu'elle était veuve et qu'elle avait été mariée très jeune, mais rien de plus. Cependant, il savait, sans que personne le lui eût dit, où elle avait passé toutes les années qui avaient précédé leur rencontre. C'était au milieu de lumineuses colonnes de marbre, dans la brillante verdure, en face de la mer bleue, et sous les nuages d'argent et de corail qu'il avait admirés dans les galeries de peinture. Peut-être avait-elle un petit nègre pour la servir. Parfois il laissait vagabonder ses pensées et il la voyait sous l'aspect même de Vénus. Mais ses fantaisies de l'imagination restaient candides et impersonnelles. Pour rien au monde il n'eût voulu offenser cette femme. Elle avait envers lui une attitude aimable et fraternelle, un peu brusque par moments, comme si elle s'impatientait contre un monde bien moins parfait qu'elle ne l'était elle-même. Frédéric pensait que, si différents qu'ils fussent l'un de l'autre, ils avaient pourtant un trait commun, celui de fermer les yeux sur certains petits faits qui, à d'autres gens, paraissaient de la plus grande importance. Il avait, quant à lui, le sentiment d'être loin du monde en général, de lui être étranger. Mais Héloïse, se disait-il, n'accepte que son propre jugement. Les circonstances elles-mêmes prouvent qu'elle domine le monde et qu'elle ne souscrira à aucune de ses absurdités. Elle est l'héritière légitime des grands conquérants, des chefs, voire des tyrans de cette terre. Les mâles d'Héloïse avaient révélé son nom de baptême à Frédéric. Conscients de son pouvoir, les réfugiés de l'hôtel vécurent 2 jours heureux. Au bout de ces 2 jours, ils étalèrent même un peu trop une superbe assurance. Pendant le souper, attablés devant un poulet rôti accompagné d'un excellent vin, ils causèrent librement et sur un ton plein d'espoir. Le voyageur de commerce, petit homme timide, mais douté d'une jolie voix, chanta quelques chansons. Il y avait un piano dans la salle à manger, et le vieux prêtre accompagna le chanteur. À la fin, toute la société entonna « Partons pour la Syrie ». Avant la fin de la chanson, un bruit de tonnerre ébranla la porte, mais personne n'y prit garde, et on alla jusqu'au bout des paroles, puis on se sépara sans appréhension pour la nuit. Le lendemain, l'armée allemande, enivrée par la certitude de la victoire, entra à Sarrebourg, et dans l'après-midi, les hôtes de l'hôtel, à l'exception de madame Bello, toujours au lit, furent arrêtés et emmenés devant le magistrat. À sa grande surprise, Frédéric apprit qu'il était accusé d'espionnage, ainsi que le vieux prêtre, et que leur longue conversation, son propre manuscrit et ses notes constituaient le chef d'accusation. Le magistrat prétendit que le passage d'Isaïe 8 cité par Frédéric, « Frappé pour les péchés de mon peuple », se rapportait à l'heure, au jour, au mois de l'avance des Allemands. Frédéric se rappela qu'auparavant déjà, il avait entendu d'étranges interprétations d'Isaïe, et il essaya de discuter avec le juge, mais il s'aperçut que ce personnage, obsédé par les grandes émotions de l'heure présente,
restait insensible à tout argument. Quant au vieux prêtre, il ne pouvait ou ne voulait pas parler. Peu à peu, au cours de la journée, Frédéric ne douta plus d'être tué avant la nuit. Cette certitude lui valut une profonde agitation. Maintenant, se dit-il, je veux savoir s'il y a une vie après la mort. Et le vieux prêtre allait connaître la vérité en même temps que lui. Cette idée lui parut difficile à concevoir, le vieillard étant un tel doctrinaire. Mais au coucher du soleil, le magistrat, lui-même las de l'interrogatoire, renvoya les deux accusés devant un groupe d'officiers qui résidaient en banlieue, dans une villa dont le propriétaire s'était enfui de crainte d'une invasion française. Frédéric y retrouva les autres clients de l'hôtel. L'atmosphère était différente de celle du bureau de la municipalité. Les 3 officiers allemands avaient voulu dîner confortablement au salon, richement orné de rideaux et de tentures en soie brochées cramoisies. Des tableaux couvraient les murs. Le dessert et les vins restaient encore sur la table quand les inculpés furent introduits. Leur juge était échauffé par la boisson, mais encore plus par l'orgueil, car 1 heure auparavant, ils avaient reçu la nouvelle de la bataille de Wissembourg. Le télégramme était posé à côté de leur verre. L'un des 3 était un homme aux cheveux blancs. Il se tenait très droit, mais ne levait pas les yeux. Un autre semblait être le meneur du jeu, ou l'enfant gâté de ses 2 compagnons qui le laissèrent libre de mener le contre-interrogatoire à sa guise, car il parlait mieux le français qu'eux-mêmes et les amusait par son exubérante vitalité. Encore très jeune, d'une taille de géant et très blond, il était solide et musclé comme un jeune dieu. Il accueillit les clients de l'hôtel avec un rire à la fois amusé et dédaigneux. Selon toute apparence, il ne craignait ni Dieu ni diable, et encore moins les Français. Mais soudain son regard se fixa sur madame Héloïse, et dès cet instant, l'affaire sembla les concerner seuls, elle et lui. Frédéric s'en aperçut. Mais comment juger clairement 2 adversaires pareils et prévoir l'issue de la lutte? Bien qu'après avoir gratifié l'officier d'un coup d'œil rapide, madame Héloïse ne le regarda plus, tandis que les yeux à fleur de tête de l'autre restaient inexorablement fixés sur elle. Celui qui les observait était incapable de dire lequel des 2 menait l'attaque. Ils se ressemblaient, on les aurait dit frères et sœurs. Visiblement, ils avaient peur l'un de l'autre. La discussion se prolongeait. L'Allemand suait à grosses gouttes. Madame Héloïse pâlissait, mais rien n'aurait pu les séparer en cet instant. Frédéric était sûr qu'ils se rencontraient pour la première fois, et pourtant c'était sans conteste une vieille querelle qu'ils étaient en train de vider dans le salon de la villa. Le jeune témoin se demandait s'il s'agissait d'une haine nationale, héritée de lointains ancêtres, ou bien s'il fallait creuser plus avant encore pour en découvrir l'origine. L'Allemand commença par déclarer qu'il estimait inutile dorénavant de se rendre à Paris. Il demanda à madame Héloïse comment elle avait rencontré ses compagnons et si elle tenait les autres pour plus dangereux qu'elle. Elle répondit brièvement, en avançant le menton. Frédéric devinait que son sort et celui du groupe de réfugiés dépendaient de cette femme, et il se disait qu'il n'existait pas d'être humain, et moins que personne ce jeune soldat qui put résister pendant longtemps à la beauté de madame Héloïse. Et dans son fort intérieur, il applaudit le subtil déploiement d'insolence dont elle gratifiait les ennemis. L'Allemand finirait inévitablement par se rapprocher d'elle. En lui tendant un papier pour qu'elle l'examinât, il lui parla presque visage contre visage. Mais elle, d'un souple mouvement, balaya le parquet de son ample jupe et la ramena vers elle, de l'air de vouloir créer un espace infranchissable entre elle et cet homme.
Il s'arrêta net au milieu d'une phrase et il parut chercher à retrouver son souffle. Puis il reprit très lentement. « Je ne toucherai pas à votre robe, madame, mais je vous ferai une proposition. Je vais rédiger le passeport vous permettant à vous et à vos amis de passer au Luxembourg, puisque c'est ce que vous désirez. Vous pourrez venir le prendre dans 1 heure, mais vous viendrez sans cette robe, que vous prenez avec raison tant de peine pour écarter de moi. Vous viendrez me trouver vêtue comme la déesse Vénus. » Et il ajouta. « Ma proposition ne manque en tout cas pas d'élégance. » Mais en prononçant ces derniers mots, le jeune homme rougit brusquement. Pendant quelques secondes, le cœur de Frédéric cessa de battre. L'horreur et le dégoût, la tristesse le submergeaient. Les paroles de l'autre étaient une caricature des charmants caprices de son imagination concernant Héloïse. Ce blasphème faisait du monde un lieu d'une écœurante bassesse, et de Frédéric lui-même le complice d'un voyou. Quant à Héloïse, l'insulte parut l'avoir fait littéralement prendre feu. Elle se retourna frémissante vers l'insulteur. Jamais Frédéric ne l'avait vue aussi débordante de vie et d'arrogance. Elle semblait sur le point d'éclater de rire au nez de son adversaire, et Frédéric pensait avec une profonde reconnaissance qu'elle planait bien au-dessus de ce monde sordide, qu'il ne l'effleurait même pas. Une fois seulement la main de la jeune femme se posa sur sa mantille, comme si le mépris l'eût étouffée. Mais l'instant d'après, la main retomba, et les joues d'Héloïse, comme vidées de sang, perdirent toute couleur. Elle se retourna vers le groupe des prisonniers, et ses regards effleurèrent un à un les visages blêmes et horrifiés. Les 2 officiers plus âgés restaient pétrifiés sur leurs chaises. Le plus jeune vint vers eux. Il brandissait la feuille de papier et s'écria « Blessé pour nos transgressions, pour les transgressions de mon peuple !» avec l'indication du chapitre et du verset. « C'est inouï. Nous sommes en face d'une bande d'espions, et elle en est le chef. » Et incapable de se détacher d'Héloïse, il hurla à son adresse. « Êtes-vous sûr de m'avoir bien compris ?» « Non, je n'en suis pas sûre, » répondit-elle. « Votre français n'est pas bien clair. Voulez-vous répéter votre proposition en allemand ?» Il eut grand-peine à le faire, pourtant il obéit. Héloïse ôta son chapeau, et ses cheveux d'or brillèrent à la lumière de la lampe. Pendant le reste de l'entretien, elle appuya le chapeau contre sa taille svelte, ce qui lui donnait l'air d'avoir noué les 2 mains dans son dos. « Pourquoi me demander cela à moi ?» dit-elle. « Demandez l'avis de ceux qui sont avec moi. Ce sont de pauvres gens qui travaillent et qui sont habitués à l'adversité. Voilà un prêtre français, poursuivit-elle très lentement. Il a consolé beaucoup d'âmes en peine. Voilà 2 religieuses françaises qui ont soigné les malades et les mourants. Les autres femmes ont des enfants en France qui seront malheureux sans elles. Leur salut est plus important que le mien. Laissez décider pour moi chacun de mes compagnons s'ils veulent l'acheter à ce prix. Ils vous répondront en français. » Le vieux prêtre fit un pas en avant. Il avait beaucoup parlé à l'hôtel, mais en face de l'Allemand, il ne dit pas un mot, et se contenta de lever le bras droit et de l'agiter de gauche à droite. Une des vieilles religieuses recula vivement contre le mur, comme si déjà elle faisait face au peloton d'exécution. Elle tendit les 2 bras et cria « Non, non !» L'autre religieuse éclata en sanglots. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle tomba à genoux en répétant « Non, non, non !» Ce fut le voyageur de commerce qui fit un discours. Il s'avança vers le jeune officier, parut mesurer sa haute taille et dit « Vous croyez que nous avons peur de vous, et vous avez raison. Nous avons peur d'en arriver à vous ressembler. » Frédéric ne dit rien.
Il regarda l'officier bien en face et ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. L'Allemand considéra fixement le voyageur de commerce, puis, par-dessus la tête de celui-ci, il regarda Héloïse et il hurla. « Filez tous! Il faut en finir! Allez-vous-en !» Il appela les 2 soldats de service dans la pièce contiguë et dit « Emmenez ces gens, emmenez-les dans la cour et attendez mes ordres. » Et une fois de plus, il cria à l'adresse des prisonniers. « Vous en ferez à votre tête, mais fichez-moi la paix, fichez-moi la paix. » En quittant la pièce, Frédéric aperçut encore le visage de cet homme quand Héloïse passa devant lui et le regarda. Ils sortirent tous. La nuit était claire et les premières étoiles paraissaient au ciel. Un mur bas entourait le jardin de la villa et par-dessus le mur leur parvenait une odeur de bétail. L'un après l'autre, les réfugiés épuisés, ignorant du sort qui les attendait, se rangèrent près de l'enclos. Héloïse, toujours tête nue, leva les yeux vers le ciel, puis au bout d'un moment, elle dit à Frédéric « Avez-vous vu l'étoile filante ? Vous avez peut-être fait un vœu ?» Au bout d'une demi-heure, quand 3 soldats sortirent de la maison, l'un d'eux portait une lampe. Un autre, qui paraissait leur chef, considéra les prisonniers et dit au vieux prêtre, en lui tendant une feuille de papier. « Voilà votre permis pour vous rendre au Luxembourg. Il est valable pour vous tous. Les trains sont bondés. Vous serez obligés de prendre une voiture en ville. Et c'est ce que vous avez de mieux à faire, c'est de partir à l'instant. » Dès qu'il eut fini de parler, le 3e soldat s'adressa à Héloïse et, à la surprise de tout le monde, il lui tendit le bouquet de roses qui se trouvait sur la table du salon. Faisant le salut militaire, il dit « Madame est priée d'accepter ces fleurs, avec les compliments du colonel à une héroïne. » Héloïse prit le bouquet des mains du soldat, mais elle ne semblait rien voir, ni rien entendre. Ils réussirent à se procurer des voitures à l'hôtel. Pendant l'attente, on leur servit un rapide et frugal repas, composé de pain et de vin, car personne n'avait rien mangé depuis le matin. Ce repas n'était pas comparable au bon souper de la veille. On ne pouvait établir aucun rapport entre celui-ci et celui-là. Mais depuis la veille, leur existence s'était établie sur un nouveau plan. Leurs mains restaient liées les unes aux autres. Chacun d'eux devait sa vie à chacun des autres. Héloïse restait le personnage principal de leur communauté. Elle l'était toutefois d'une manière nouvelle. Sa fierté et sa gloire étaient la fierté et la gloire de tous, puisqu'ils avaient été prêts à mourir pour les lui conserver. Elle, très pâle, avait l'air d'un enfant parmi toutes ces vieilles gens et riait de leurs propos. Au moment du départ, elle refusa opiniâtrement d'abandonner ses malles et ses caisses, les considérant visiblement comme une partie d'elle-même, partie qu'il ne fallait pas abandonner à l'ennemi. Frédéric les empila dans la voiture, et ils se mirent en route ensemble, derrière les autres, vers la frontière dans un petit cabriolet. Frédéric se souvint sa vie entière de ce trajet. Il se rappelait jusqu'au lacet de la route. La lune brillait et entre elle et l'horizon, une sorte de poussière dorée poudrait l'étroite bande de ciel. Quand Héloïse tira son châle sur sa tête, la rosée tomba. Le visage encadré sous les pluies sombres aurait pu être celui d'une villageoise, et pourtant, à côté de Frédéric, elle restait la muse placée sur un trône. Le jeune homme avait lu avant ce jour des histoires de héros et d'héroïnes. L'épisode qu'il venait de vivre, la jeune femme assise près de lui, semblait tiré d'une de ces histoires. Et pourtant le charme d'Héloïse et sa personnalité, si vivante, n'appartenaient à aucun livre. Le bonheur de sa compagne, à la fois silencieux et triomphant, enchantait Frédéric autant que le parfum du champ de blé mûr qui traversait la voiture de louage. Tout à coup, elle lui prit la main.
Ils passèrent la frontière à l'aube et arrivèrent à la petite gare de Wasserbillig, où ils retrouvèrent les autres membres de leur groupe. Tandis qu'ils attendaient le train qui devait les ramener en France et qu'une fois de plus ils évoquaient le retour à Paris, les amis français de Frédéric prirent à ses yeux l'aspect d'une seule famille, dont il ne faisait plus partie. Et quand enfin le train entra en gare, ils semblèrent presque ignorer sa présence. Mais au dernier moment, Héloïse le regarda d'un air de profonde tendresse. Ce regard le suivit à travers la fenêtre du compartiment. Puis soudain, rien n'en subsista plus. Debout sur le quai, Frédéric vit le train disparaître dans la brume du paysage matinal. Le rideau retombait sur un grand événement de sa vie, et le cœur lui faisait mal, de joie et de peine à la fois. L'artiste qui récemment venait de naître en lui, l'ami de Vénusti, acceptait l'aventure dans un état d'esprit humble et extatique, et y répondait par ces mots « Domine non sum dignus ». Mais, quand il se trouva seul une fois de plus, le chercheur, l'homme curieux de connaître le fond des choses, l'ancien étudiant des universités d'Angleterre, reprirent le dessus, et il voulut en savoir plus, en comprendre davantage. Dans la manifestation de cet esprit héroïque, il y avait un mystère qui demandait à être éclairci, une région inexplorée. C'était ce sentiment de n'avoir pas complété son investigation psychologique, de n'avoir pas pénétré jusqu'au fond du problème, qui le retenait sans doute sur le quai de la gare de Wasserbillig, en proie à la presque bouleversante certitude d'avoir été privé d'un bien précieux, comme si la coupe destinée à étancher sa soif avait été retirée brutalement de ses lèvres. Il arrive souvent que le véritable chercheur voit ses efforts couronnés de succès par un coup du sort. C'est ce qui se produisit pour Frédéric dans sa recherche d'une âme héroïque. Il lui fallut seulement quelques années d'attente pour arriver à ses fins. De retour en Angleterre, il reprit ses livres, termina son traité sur la doctrine du pardon du péché par le sacrifice de Jésus-Christ. Plus tard, il écrivit encore un autre livre, et avec le temps, il passa du domaine de la philosophie religieuse à celui de l'histoire des religions. En train de conquérir une position avantageuse parmi les jeunes hommes de lettres de sa génération, il venait de se fiancer à une jeune fille qu'il avait connue dans son enfance et souvent revenue depuis lors, quand 5 ou 6 ans après son aventure de Sarrebourg, il dut se rendre en France pour suivre une série de conférences d'un célèbre historien français. À Paris, il alla voir un ancien ami, frère du jeune homme, qui le premier à Berlin lui avait annoncé la guerre. Ce jeune homme s'appelait Arthur, et il occupait toujours le même poste à l'ambassade d'Angleterre. Arthur ne savait trop quelle distraction offrir à un théologien. Il invita Frédéric à dîner dans un restaurant fréquenté par l'élite de la société. Et au cours du repas, il demanda à son hôte s'il aimait Paris et ce qu'il y avait déjà vu. Frédéric répondit qu'il avait vu quantité de belles choses et qu'il avait visité entre autres les musées du Louvre et du Luxembourg. Ils discutèrent pendant un moment les mérites de l'art classique et de l'art moderne. Puis tout à coup Arthur s'écria « Si vous avez aimé la beauté, je sais ce que nous allons faire. Nous irons voir Héloïse. » « Héloïse ? N'ajoutez pas un mot de plus. Ce que je veux vous montrer ne peut se décrire, il faut le voir. » L'ami emmena Frédéric dans une petite salle d'un cabaret délicieusement aristocratique, fréquenté par un public choisi. « Nous arrivons juste à temps, dit-il, et il ajouta. « Il est vrai que vous auriez dû la voir à l'époque de l'Empire. Certaines gens prétendent qu'elle est bête comme une oie, mais vous ne la croirez pas si vous regardez ses jambes. La jambe, c'est la femme, mais on dit aussi que sa vie privée est des plus respectables. Moi, je n'en sais rien. » La représentation à laquelle ils assistèrent était intitulée La vengeance de Diane, pièce qui se réclamait du style classique, mais était moderne dans ses détails.
Une quantité de jeunes et charmantes danseuses y figuraient, sous l'aspect de nymphes des bois. Elles étaient toutes fort légèrement vêtues. Mais le clou de la représentation n'était autre que la déesse Diane, entièrement nue. Quand elle s'avança, tendant son arc d'or, un murmure pareil à un long soupir s'éleva dans l'assemblée. La beauté de son corps remplit de surprise et d'extase même ceux qui l'avaient admirée autrefois. Ils pouvaient à peine en croire leurs yeux. Arthur la regarda à travers ses jumelles et il les tendit généreusement à Frédéric. Mais il s'aperçut que Frédéric ne s'en servait pas et que peu à peu il tombait dans un profond silence. Était-il choqué? « C'est une chose incroyable que la beauté des femmes, dit Arthur. Qu'en pensez-vous? Vous avez raison, dit Frédéric, mais je connais cette femme-là, je l'ai déjà vue. Pas ici, tout au moins. Non, pas ici. Au bout d'un moment, il ajouta. Peut-être se souvient-elle de moi. Je vais lui faire passer ma carte. Arthur sourit. Le messager qui avait transmis la carte revint en lui apportant une petite lettre. Qu'est-ce? Une lettre d'elle? Demanda Arthur. Oui, elle se souvient de moi. Elle viendra nous retrouver quand la représentation sera terminée. Héloïse viendra nous retrouver. Vous êtes des gens extraordinaires, vous autres, professeurs anglais de philosophie religieuse. Quand donc l'avez-vous rencontrée? Est-ce quand vous écriviez votre traité sur l'Adonis égyptien? Non, en ce temps-là, je faisais une étude sur un sujet différent. Arthur fit retenir une table, commanda du vin et un grand bouquet de roses. Quand Héloïse traversa le théâtre, tous les visages se tournèrent vers elle, comme un parterre de tournesols vers le soleil. Elle portait une robe noire à longue traîne, des gants, des plumes d'autruche et un collier de perles. Toute l'assistance soupira. Que de noir pour couvrir tant de blancheur. Peut-être les formes d'Héloïse étaient-elles un peu plus pleines que 6 ans plus tôt, mais ses mouvements restaient toujours ceux d'un grand félin, et son expression, son attitude étaient aussi vives, aussi impatientes que celles qui jadis avaient charmé Frédéric. Il se leva pour la saluer. Arthur supposait que son ami se montrerait fâcheusement maladroit au milieu du public élégant du théâtre, mais la dignité de Frédéric le frappa quand le regard du professeur anglais rencontra celui d'Héloïse. Les deux visages exprimaient exactement la même joie grave. Il lui faisait l'effet d'avoir envie de s'embrasser à l'instant où ils se rapprochèrent l'un de l'autre, mais d'en être empêchés par autre chose que la présence du public. Ils restèrent debout comme s'ils avaient oublié que les êtres humains ont la faculté de s'asseoir. Héloïse inclina la tête et dit à Frédéric, dont elle retenait la main dans les siennes. « Je suis heureuse que vous soyez venu me voir. » D'abord, Frédéric ne trouva pas une parole pour lui répondre, et il finit par lui poser une question stupide. « Quelqu'un des autres est-il jamais venu vous chercher ici ?»« Non, dit Héloïse, personne n'est venu. » Quand ils eurent échangé ces 3 phrases, Arthur réussit à les faire asseoir à la table, en face l'un de l'autre. « Vous savez, n'est-ce pas que le pauvre vieux père Lamarck est mort ?» dit Héloïse. « Non, je n'ai plus été en relation avec eux. »« Oui, il est mort. En arrivant à Paris, il a demandé à être envoyé aux armées. Et il y a opéré des merveilles, c'était un héros. Mais plus tard, il a été blessé à Paris par les Versaillais. Quand je l'ai appris, j'ai couru à l'hôpital, mais je suis arrivée trop tard. » Pour compenser le silence de son compatriote, Arthur versa du champagne à Héloïse. « Quels braves gens !» s'écria-t-elle en prenant son verre, et que ces jours-là étaient dignes d'être vécus. Quelles étaient bonnes ces 2 bonnes sœurs. Et tous les autres étaient bons. On ne peut dire qu'ils étaient précisément braves. Ils avaient tous une frousse terrible ce soir-là à la villa. Ils voyaient déjà les fusils allemands pointés vers eux. Grand Dieu! Ils couraient un risque plus terrible même qu'ils ne s'en doutaient. « Que voulez-vous dire ?» demanda Frédéric. Héloïse répéta. «
Un risque plus terrible, car il m'aurait fait faire ce qu'exigeait l'Allemand. Il me l'aurait fait faire pour sauver leur vie, s'il l'avait exigé d'eux en premier lieu, ou s'ils étaient restés seuls devant la décision à prendre. Mais alors ils n'auraient pu se consoler. Ils se seraient repentis leur vie durant d'avoir cédé à la peur, et se seraient tenus pour de grands pécheurs. Ils n'étaient pas faits pour ce genre de situation, eux qui n'avaient jamais commis une bassesse. C'est pourquoi l'effroi qu'ils éprouvèrent fut si triste. Je vous affirme, mon ami, qu'il eût été préférable pour eux d'être fusillés que de garder leur vie entière une mauvaise conscience. Ils n'y étaient pas habitués et n'auraient pas su comment s'y résigner. « Mais comment savez-vous tout cela ?» demanda Frédéric. « Oh, je connais bien ce genre de personnes, dit Héloïse. J'ai été élevée moi-même au milieu de gens pauvres et honnêtes. Une sœur de ma grand-mère était religieuse et un pauvre vieux prêtre m'a appris à lire. » Frédéric appuya son coude sur la table et son menton dans sa main. Il ne quittait pas Héloïse et des yeux, il dit. « La victoire que vous avez remportée à la fin était donc à votre avis votre œuvre. Vous avez triomphé parce que nous nous sommes si bien comportés. »« Vous vous êtes bien comporté, ne dites pas le contraire, fit-elle en lui souriant. Et vous étiez même une plus grande héroïne que je ne m'en suis doutée à ce moment-là, répondit Frédéric, en souriant aussi. Mon cher ami, s'écria Héloïse. Il reprit. Avez-vous cru ce jour-là que vous pouviez être fusillé? Certainement, il aurait très bien pu me faire fusiller et vous tous avec moi, ça aurait été sa façon de faire l'amour. Mais cependant, ajouta Héloïse d'un air pensif, il était honnête. C'était un honnête garçon. Il était réellement capable d'éprouver un désir sincère, bien des hommes en sont incapables. Elle vida son verre et Arthur le remplit à nouveau, puis elle dit en regardant Frédéric. « Vous n'étiez pas pareil aux autres, vous. Si nous avions été seuls, vous et moi, vous auriez pu me laisser sauver ma vie, tout simplement, comme il me le demandait, et vous n'en auriez pas eu d'arrière-pensée après coup. Je l'ai vu à ce moment-là, et quand nous roulions ensemble à la frontière et que vous n'avez pas dit un mot dans ce fiacre, j'ai senti que j'appréciais votre silence. J'ignore où vous avez appris ces choses, car après tout vous êtes anglais. » Frédéric réfléchissait aux paroles que venait de prononcer Héloïse. « Il aurait fallu, dit-il, que vous proposiez librement vous-même de vous sacrifier. » Héloïse se mit à rire. « Mais savez-vous, s'écria-t-elle brusquement, ce qui a été une vraie chance pour moi et pour vous et moi, et pour nos compagnons? C'est l'absence de toute autre femme. Une femme m'aurait obligée à faire ce que voulait l'Allemand, et vite, quel que fût mon désarroi. Et alors, où aurait passé notre grandeur d'âme? Mais voyons, il y avait des femmes parmi nous, dit Frédéric. Que faites-vous des religieuses? Elles ne comptent pas. Une religieuse n'est pas une femme dans le sens habituel du mot. Je pensais, moi, à une femme mariée ou à une vieille fille. Si Madame Bello n'avait pas eu des crampes d'estomac de peur, elle m'aurait persuadée en un rien de temps, j'en suis sûre, et jamais je n'aurais pu la faire changer d'avis. Héloïse tomba dans une profonde méditation. Enfin, regardant toujours Frédéric, elle dit « Quel homme remarquable vous êtes devenu. Je crois que vous avez grandi. Nous étions tous deux tellement plus jeunes en ce temps-là. » Ce soir, dit-il, je n'ai pas l'impression que ce temps ait été très long. Mais il a été long quand même. Pour vous, évidemment, le temps importe peu. Vous êtes un homme et un écrivain, n'est-ce pas? Vous êtes sur le côté ascendant de la vie. Vous écrirez encore bien des livres, j'en suis sûre. Vous rappelez-vous que lors d'une promenade que nous avons faite à Sarrebourg, vous m'avez parlé des œuvres d'un juif d'Amsterdam. Il avait un joli nom. On aurait dit un nom de femme. Je pensais alors que ce nom m'aurait plu pour moi-même au lieu de celui qu'on a choisi pour moi. J'imagine que seuls des gens instruits connaissent ce juif hollandais. Comment l'appelez-vous? Spinoza, dit Frédéric. Spinoza, en effet. Il taillait des diamants. Ce que vous m'avez raconté à son sujet était très intéressant.
Non, non, pour vous, le temps ne compte pas. Il fait bon revoir de vieux amis, poursuivit-elle. Mais c'est alors que l'on s'aperçoit de la fuite des jours. Nous sentons cela, nous autres femmes. Le temps nous prive de beaucoup de biens précieux, et pour finir, il nous prive de tout. Elle leva la tête et regarda Frédéric. Jamais les visages, peints par les grands maîtres, n'avaient offert au jeune historien vision plus radieuse. Oui, j'aurais voulu que vous me voyiez en ce temps-là, mon ami, dit Héloïse. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et de vous abonner. À très vite.